Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde le jeu SkyTeam. C'est un jeu qui sera édité en 2023 par le Scorpion Masqué et qui est distribué au Québec par Randolph. On va d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Luc Raymond qui se joue uniquement à 2 joueurs et dont les parties vont durer environ 15 minutes. Le but du jeu est de faire atterrir notre avion. Les joueurs vont incarner respectivement le pilote et le copilote. Et c'est un jeu de puzzle de dés. Donc chaque joueur va avoir des dés à sa couleur. Et on va les lancer et ensuite on va les assigner un à tour de rôle sur les cases d'action du tableau de bord de l'avion pour préparer l'atterrissage, dégager les corridors aériens et évidemment pour propulser nos réacteurs et aussi gérer l'équilibre de l'avion. Alors, SkyTeam, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Comme c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, on va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau tableau de bord au milieu de la table. Et sur celui-ci, on va aller positionner les marqueurs d'aérodynamisme orange et bleu à leur endroit respectif. Et on va aussi placer le marqueur de frein au début de sa piste. On va placer des marqueurs d'interrupteurs pour couvrir toutes les lumières vertes du plateau tableau de bord. On va se former une réserve avec les jetons de café. On va placer la rondelle d'axe de l'avion sur le plateau tableau de bord de façon à ce que la flèche pointe la partie centrale. Chaque joueur va se prendre un écran à sa couleur ainsi que les 4 dés à sa couleur. Le joueur en bleu sera le pilote et le joueur en orange le copilote. SkyTeam est un jeu à scénario, donc dans cette vidéo, on va vous présenter le premier scénario, qui est le scénario de base, le plus facile. On va donc aller prendre la piste approche de l'aéroport de Montréal et on va le placer dans l'emplacement de gauche en haut du plateau de tableau de bord. On va ensuite regarder les cases qui comportent des symboles avion et on va aller placer des jetons avion pour chacun des symboles dans les différentes cases de la piste approche. C'est le trafic aérien qu'on devra tenter de faire libérer avec nos communications pendant la partie. Et dans l'emplacement de droite, on va aller placer la piste d'altitude, qui sera toujours la même à chaque partie. Et on va aller placer les 2 jetons de relance sur les symboles de relance de la piste altitude. Il est à noter qu'on doit placer la piste altitude du côté qui correspond à la couleur de notre scénario. Dans ce cas-ci, le scénario Montréal est de couleur verte, qui sont les scénarios les plus faciles. Donc, on place la piste altitude avec cette même couleur. Une partie de SkyTeam se joue en 7 manches. À chaque manche, les joueurs vont commencer par discuter de la stratégie qu'ils veulent élaborer dans cette manche. Et par la suite, les joueurs vont lancer les dés de leur couleur à l'intérieur de leur écran pour cacher les résultats de leurs coéquipiers. Ensuite, à tour de rôle, les joueurs vont prendre un de leurs dés et le placer sur un emplacement disponible et qui répond aux exigences de leur dés pour pouvoir activer les différentes fonctions du panneau de contrôle de l'avion. On devra gérer l'équilibre de l'avion, les réacteurs, on devra préparer les différents volets et trains d'atterrissage et aussi préparer les freins pour l'atterrissage qui va s'effectuer à la 7e manche. Et on peut aussi préparer des tasses de café, ce qui va nous permettre de modifier les résultats de nos dés et nous donner une plus grande flexibilité pour les placer sur les emplacements d'action. À la fin de la 7e manche, les joueurs vont tenter leur atterrissage et s'ils répondent à toutes les exigences de l'atterrissage, ils vont remporter la partie. Une manche se sépare en 3 phases de jeu. La première phase est la discussion stratégique et le lancer des dés. Premièrement, les joueurs peuvent discuter de leur plan de match pour la manche sur les objectifs qu'ils veulent tenter d'accomplir. Par exemple, on pourrait se dire, on pourrait essayer de se concentrer sur le trafic aérien dans cette manche ou bien on pourrait tenter de pousser nos moteurs à fond pour pouvoir se déplacer de 2 cases. Par contre, dans notre discussion stratégique, on ne peut pas parler de la valeur des dés. Donc, on ne pourrait pas dire, par exemple, on veut placer un 6 dans le moteur ou on veut essayer de placer un 3 aux communications. On peut seulement faire un plan de match, mais on ne peut pas inclure la valeur des dés dans cette discussion. Une fois la discussion stratégique terminée, les joueurs vont chacun prendre les 4 dés de leur couleur et vont les lancer à l'intérieur de leur paravent et vont cacher les résultats de leurs coéquipiers.
Une fois les dés lancés, on passe à la deuxième phase qui est la phase de pose de dés. Et à partir de cette phase, les joueurs ne peuvent plus communiquer entre eux, donc on ne peut plus parler. On devra jouer à tour de rôle un de nos dés sur le tableau de bord pour effectuer l'action qui est assignée à cette case. Sur les deux pistes dans le haut de notre tableau personnel, la piste approche et la piste altitude, donc la case qui est dans notre tableau de bord est notre position actuelle sur les deux pistes. Si jamais on a un jeton de relance dans l'emplacement actuel de la piste d'altitude, on va aller le placer dans notre réserve de jetons relance dans le haut de notre plateau tableau de bord. À n'importe quel moment dans la phase de pose de dés, un des joueurs peut décider d'utiliser le jeton relance et ensuite le remettre dans la boîte de jeu. Lorsqu'il l'utilise, il peut relancer n'importe quel nombre de dés derrière son écran et son coéquipier peut aussi faire la même chose. Dans la phase de pose de dés, les joueurs vont jouer à tour de rôle un dé à la fois jusqu'à temps que les joueurs aient placé leurs 4 dés sur le plateau tableau de bord. On va toujours regarder la case de la position actuelle sur la piste d'altitude et on va regarder la flèche qui est indiquée. Et c'est cette flèche qui va nous indiquer qui sera le premier joueur dans cette manche. Donc ici, à la première manche, le premier joueur sera le joueur bleu, donc le pilote. Lorsqu'on veut placer un dé sur le plateau tableau de bord, on doit le placer sur une case qui est libre, donc une case qui n'a pas d'autres dés. Et on doit aussi respecter les restrictions de couleur et de chiffres des cases. Donc on retrouve des cases qui sont bleues. Seulement des dés bleus peuvent être placés sur ces cases. C'est donc le pilote qui va utiliser ces emplacements d'action dans la partie. Les cases oranges sont des cases où on peut seulement y placer des dés oranges. Donc ce sont les cases pour les actions du copilote. Et on aura certaines cases avec les deux couleurs, c'est-à-dire que n'importe quel joueur pourra y placer ses dés pendant la partie. On a aussi des restrictions qui sont reliées aux chiffres. On a certaines cases qui vont nous montrer 2 valeurs possibles. Donc, je dois placer un 1 ou un 2 de couleur bleue sur l'emplacement qui est ici. Alors que certaines cases auront une seule valeur précise, comme la case qui est ici. On doit absolument mettre un dé de valeur 2 et ce doit être un dé bleu. On retrouve aussi 4 emplacements qui ont un point d'exclamation, donc les 2 emplacements de l'axe et les 2 emplacements des réacteurs. Ce sont des emplacements qui sont obligatoires. Donc à chaque manche, on devra placer des dés dans ces emplacements, sinon on va perdre la partie. Regardons maintenant les effets des différentes cases d'action sur le plateau tableau de bord. Donc le joueur bleu, le pilote, est le premier joueur. Il va décider de placer un dé de valeur 4 sur sa case de l'axe. Lorsqu'on place un premier dé à l'axe, il n'y a pas d'effet. L'effet va se faire lorsque les 2 dés seront placés, donc un de chaque couleur. Donc à son prochain tour, le joueur orange pourrait décider de venir placer un dé de valeur 2 de son côté de l'axe. Lorsque le deuxième dé est placé sur l'axe, on va résoudre les effets de l'axe par rapport aux valeurs des dés qui ont été placés. Premièrement, si on avait placé des dés de même valeur, à ce moment-là, l'axe ne sera pas déplacé, il va rester en place. Ce n'est pas le cas présentement puisqu'on a mis une valeur de 4 d'un côté et une valeur de 2 de l'autre. On va donc déplacer l'axe du côté de la valeur la plus élevée et on va la déplacer d'un nombre de cases égal à la différence entre les 2 dés. Donc ici, on a une différence de 2 entre les 2 valeurs. On va donc se déplacer de 2 emplacements vers le dé le plus élevé. Notre avion va donc pencher d'un côté, mais on n'a pas atteint le seuil critique. Donc, si jamais on atteint la case avec le X, l'avion va faire une vrille et ce sera la fin de la partie. Les joueurs vont perdre automatiquement. Il faut donc faire attention pour toujours garder l'axe de l'avion dans un bon état. Au prochain tour de jeu, les joueurs devront essayer de placer un dé orange de valeur élevée pour pouvoir ramener l'avion vers le bon côté. On revient donc au joueur bleu qui va aller placer un dé de valeur 3 dans sa case du réacteur. Encore une fois, les réacteurs, il ne se passe rien lorsqu'on met un seul dé. On va résoudre l'effet des réacteurs lorsque l'autre joueur va aussi venir placer son dé. Donc ici, le joueur orange à son tour pourrait placer un dé de valeur 2 pour les réacteurs. Dès qu'il y a un deuxième dé en position dans les réacteurs, on va résoudre leur effet. On va additionner les 2 dés ensemble. Donc 3 plus 2, on a une valeur de 5 qui sera notre vitesse pour la manche. On va ensuite regarder où se situe la vitesse de 5 sur la piste du réacteur. Si jamais la vitesse de 5 était avant le marqueur d'aérodynamisme bleu, à ce moment-là, l'avion fait du surplace et ne se déplacera pas dans cette manche.
Si jamais la vitesse se situe entre les deux marqueurs d'aérodynamisme, donc entre le marqueur bleu et le marqueur orange, ce qui est le cas présentement pour la vitesse de 5, cela veut dire que l'avion va se déplacer d'une case. On va donc glisser la piste ici d'une case vers le bas pour représenter la case de déplacement qu'on vient d'effectuer. Et si jamais notre vitesse avait été en haut du marqueur d'aérodynamisme orange, à ce moment-là, on serait déplacé de 2 cases. On aurait donc poussé la piste approche de 2 cases pour montrer notre déplacement. Si jamais on doit faire notre déplacement avec la piste d'approche et qu'il y a un avion dans la case de notre position actuelle et qu'on doit la déplacer, la pousser, à ce moment-là, on va entrer en collision avec cet avion et ce sera la fin de la partie. Les joueurs vont perdre automatiquement. Et si jamais avec nos réacteurs, on doit avancer la piste approche et que c'est la case de l'aéroport qui est là et qu'on doit l'avancer davantage, à ce moment-là, on dépasse l'aéroport et ce sera aussi considéré immédiatement comme une défaite. On revient au joueur pilote qui va aller placer un dé de valeur 4 sur la case qui est ici. On peut placer un 3 ou un 4 bleu. C'est une des 3 cases qui va lui permettre d'ouvrir les trains d'atterrissage. Il doit ouvrir les 3 trains d'atterrissage d'ici la fin de la partie. Lorsqu'il va placer un dé sur ses emplacements, il peut les faire dans l'ordre de son choix. Il va bouger l'interrupteur pour le mettre actif, donc pour qu'on voit la lumière verte. Et il va ensuite avancer le marqueur d'aérodynamisme de sa couleur d'une case, ce qui va rendre les déplacements sur place plus facilement, mais qui va rendre les déplacements d'une case plus difficiles. Mon joueur orange de son côté, lui, est en charge d'ouvrir les 4 volets d'atterrissage d'ici la fin de la partie. Ces cases fonctionnent sensiblement comme celles du pilote, sauf que le joueur orange doit les faire dans l'ordre à partir du haut vers le bas en suivant les flèches qui sont indiquées sur le plateau. Je pourrais donc placer un dé de valeur 2 pour pouvoir ouvrir le premier volet qui me prend un dé de valeur 1 ou 2. Je vais placer mon dé, je vais mettre mon volet actif en montrant la lumière verte et je vais avancer de 1 le marqueur d'aérodynamisme de ma couleur qui est le marqueur orange, ce qui va rendre plus facilement les déplacements d'une case mais qui va rendre plus difficile les déplacements de 2 cases avec nos réacteurs. Comme dernier dé, mon pilote a un dé de valeur 2. Il pourrait le placer sur cette case qui demande spécifiquement un dé de valeur 2 et qui est bleu. Cette piste, ce sont les cases de freinage, donc pour nous aider à l'atterrissage. On doit faire progresser le marqueur de frein au moins d'une case pour tenter l'atterrissage. Et plus on va le faire progresser, plus l'atterrissage sera facile à la fin de la partie. Donc si je plaçais un dé de valeur 2, je vais allumer le premier frein et je vais déplacer le marqueur de freinage d'un emplacement. Comme il y a des flèches sur cette piste, on doit ouvrir les marqueurs de gauche vers la droite. Mais comme il est un peu tôt dans la partie pour préparer les freins, je vais plutôt décider de placer mon dé à un autre emplacement. Je vais le placer dans un emplacement de café. On peut placer n'importe quel dé de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle valeur sur un emplacement café. Et lorsqu'on va le faire, on va placer un jeton café dans un des emplacements de notre plateau. Les cafés peuvent être utilisés par n'importe quel joueur. Lorsque vient le temps de placer un dé, on peut utiliser un ou plusieurs cafés pour modifier la valeur de notre dé. Chaque tasse de café va nous permettre de faire plus ou moins 1 sur la valeur de notre dé. Par contre, on ne peut pas transformer un dé de valeur 1 et le faire descendre pour faire un 6. Et même chose, on ne peut pas augmenter un 6 pour le transformer en 1. Les cafés sont disponibles pour les 2 joueurs, donc n'importe qui peut les utiliser, peu importe qui les a faits. On partage le café. Avec son dernier dé, le copilote va décider de placer un dé de valeur 3 sur un des emplacements de communication. On peut prendre n'importe lequel, ils vont avoir le même effet. Et c'est un emplacement qui va avoir un impact selon le chiffre qu'on va placer à cet endroit. Le copilote a 2 emplacements de communication et le pilote en a un de son côté. Ce sont des emplacements qui vont nous permettre de libérer le trafic aérien pour pouvoir avoir un chemin vers l'aéroport. Comme j'ai placé un dé de valeur 3, on va compter à partir de notre position actuelle. On va compter 3 cases puisque c'est la valeur du dé. Donc 1, 2, 3. Et on va enlever un des avions qui se trouve à cet emplacement. On va le remettre dans la boîte de jeu. Si jamais j'avais placé un dé de valeur 1 et qu'il n'y a pas d'avion dans la case 1, à ce moment-là, ce dé n'a aucun effet. On est mieux de le mettre ailleurs. Lorsque les 2 joueurs auront placé leurs 4 dés sur le plateau tableau de bord, on va passer à la 3e phase qui est la phase de fin de manche. Premièrement, on va descendre la piste altitude d'un cran pour faire avancer notre descente. Et on va ensuite récupérer les dés de notre couleur qu'on va venir replacer derrière notre écran. Et on va pouvoir ensuite commencer la
prochaine manche. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'on arrive à la 7e et dernière manche qui aura quelques règles différentes des autres. Lorsqu'on va arriver à la dernière manche, on va voir le symbole de l'avion sur la case de la position actuelle sur la piste altitude et on va voir le symbole de l'aéroport sur la case actuelle de la piste approche. La grosse différence avec la dernière manche, c'est qu'on n'utilisera pas la piste réacteur pour déterminer la vitesse. On va plutôt comparer les 2 dés du réacteur avec la piste de freinage. Lorsqu'on va avoir placé nos 2 dés sur les emplacements du réacteur, il va falloir que la somme des 2 dés soit inférieure au marqueur de frein. Présentement, il y a seulement la valeur 2, ça veut dire que je serais obligé de mettre 2 dés de valeur 1 si je veux freiner. Il serait donc bon de continuer à ouvrir les freins pour pouvoir avoir plus de jeu. Donc le pilote va commencer en plaçant un dé de valeur 4 ici. On va allumer l'interrupteur et on va avancer le marqueur de frein. Maintenant, je vais avoir un peu plus de jeu. Il va falloir que la somme de mes 2 dés soit de 4 et moins. Le joueur orange va utiliser un dé en communication pour enlever le dernier avion. Sinon, ce sera une collision et on va perdre la partie. Le joueur bleu va aller ouvrir le dernier train d'atterrissage. Donc, je vais l'ouvrir ici. Je vais avancer le marqueur sur la piste réacteur. Le joueur orange va aller placer un dé de valeur 4 au niveau de l'axe. Et le joueur bleu, lui, a aussi un dé de valeur 4, mais il va plutôt utiliser un café pour pouvoir transformer son dé en 5 et ainsi le placer sur l'axe pour pouvoir ramener l'axe d'un cran de son côté, ce qui va ramener l'avion complètement à l'horizontale, qui est aussi un des prérequis pour l'atterrissage de fin de partie. Le joueur orange va aller ouvrir son dernier volet avec un dé de valeur 5 et il va avancer ici le marqueur d'aérodynamisme. Finalement, les joueurs devront placer leur dé restant sur l'emplacement du réacteur. Donc, le joueur bleu, un dé de valeur 1 et le joueur orange, un dé de valeur 2. Si on fait la somme des deux, on a une somme de 3. C'est donc inférieur à notre marqueur de frein. Donc, on est correct pour l'atterrissage. À la fin de la 7e manche, on va vérifier les conditions de l'atterrissage pour savoir si les joueurs vont gagner la partie. Premièrement, il ne doit pas avoir de jeton avion sur la case de l'aéroport, sinon c'est une collision et on perd la partie. On doit avoir ouvert les 3 trains d'atterrissage et les 4 volets. Si jamais une de ces cases n'est pas allumée, que l'interrupteur n'est pas fonctionnel, c'est aussi une défaite automatique pour les joueurs. L'axe de l'avion doit être complètement horizontal, doit donc pointer le centre de l'axe, ce qui est le cas présentement, sinon ce sera aussi une défaite automatique. Et on doit vérifier finalement la vitesse, donc ici j'ai une vitesse de 3, il faut que notre vitesse soit inférieure au marqueur de frein, ce qui est le cas présentement. Les joueurs remplissent donc les 4 conditions d'atterrissage et vont gagner la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à SkyTeam. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de SkyTeam? On va compter par les côtés positifs. Belle petite boîte qui va se détailler autour de 30-35 $. Fait que c'est quand même vraiment excellent ce qu'on va avoir côté qualité-prix à l'intérieur. J'adore le plateau tableau de bord, donc très efficace, double couche, on place nos dés. Les différents symboles aussi des actions sont simples à comprendre. On a aussi notre petit écran qui nous sert d'aide de jeu à l'intérieur. On a justement les conditions de l'atterrissage final, on a les différents effets de certains emplacements d'action, ceux qui font avancer les différents marqueurs d'aérodynamisme, de frein, tout ça. Fait que c'est super efficace, qu'on ait tout ça à portée de la main. C'est pas un jeu que tu as besoin beaucoup de te référer au livre de règles parce que tout est vraiment là, tout est bien indiqué. Les restrictions de placement sur les emplacements d'action de couleurs avec les chiffres, donc c'est encore une fois super instinctif à voir et à comprendre. Fait qu'encore une fois, chapeau. C'est un jeu qui a une belle simplicité dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de règles, ça s'apprend bien, ça s'enseigne bien. C'est un jeu qui a aussi une grosse courbe de progression. Donc, on va commencer évidemment avec le scénario de base, celui que je viens de vous présenter, l'aéroport de Montréal. Et une fois qu'on va avoir réussi ça, ben, on va avoir dans le fond appris les règles de base du jeu. Et c'est là que le fun va commencer. C'est qu'on va ensuite essayer les différents scénarios. Donc, on a beaucoup de variété dans le jeu.
Et ça, c'est super intéressant. On a 21 scénarios différents, donc on les a cotés par code de couleur de difficulté. Donc on a le vert qui sont les scénarios faciles, on a ensuite les scénarios jaunes, les scénarios rouges et les scénarios noirs qui sont les derniers. Chaque scénario, on va avoir son aéroport, donc sa piste d'aéroport qui va être différente, des fois qui ont des longueurs différentes, qui vont avoir différentes règles qui vont être avancées, qui vont être introduites dans ces scénarios-là. Donc on va avoir un paquet de modules différents qui, au fur et à mesure des scénarios, on va découvrir ces modules-là qui vont complexifier, qui vont ajouter des nouvelles options, des nouvelles contraintes, des nouvelles dynamiques dans le jeu. Donc je pense que toute la richesse du jeu provient de cette belle courbe d'apprentissage-là qu'on va avoir au travers de ces 21 scénarios à découvrir et qui vont être tout le temps les plus challengeants les uns des autres. Si je vous donne un aperçu un peu de quoi vous pouvez retrouver dans ces modules-là ou dans ces autres scénarios-là avancés, on va avoir à un moment donné un dé qui va nous faire apparaître des avions à certains endroits aléatoires pendant la partie, donc parce que c'est nuageux et on ne les voit pas arriver. On va avoir des montagnes sur lesquelles on va devoir jouer sur l'inclinaison de l'avion, fait qu'on va avoir intérêt à avoir un axe dans une certaine position pour pouvoir passer à côté de la montagne et pas lui rentrer dedans. Fait qu'encore une fois, ça aussi, ça ajoute une belle dimension. On va avoir un module, on aura à gérer le carburant de notre avion, donc on va avoir une piste de kérosène et on va devoir assigner un dé à cette piste-là, sinon il va se vider très vite. Donc ça fait quelque chose d'autre à gérer. On a l'atterrissage en hiver sur de la glace. On va avoir une nouvelle piste qu'on va mettre sur le tableau de bord. Donc aussi, dans les modules, on a souvent ça, des pistes alternatives qu'on va venir placer sur le tableau de bord qui vont modifier le réacteur, qui vont modifier l'axe, qui vont modifier le fonctionnement des différentes parties du plateau. On a le module du stagiaire qui va nous permettre d'aller chercher ces jetons stagiaires qui vont avoir des valeurs fixes, qui vont nous permettre de faire des actions de ces valeurs-là éventuellement. On va avoir du vent, on va avoir le module temps réel, que la phase d'action va durer 1 minute chronométrée. Donc la phase où on joue nos dés, fait que là on peut pas... faut vraiment que ça aille vite, fait qu'on a cette petite pression-là qu'on peut ajouter. On va avoir des cartes compétences, donc selon la difficulté du scénario, on va avoir 1 ou 2 cartes compétences qui sont des cartes de pouvoir qu'on va utiliser une fois dans la partie, qui peuvent vraiment nous sortir de la merde et nous empêcher de perdre. Fait que ça, c'est quand même super le fun aussi de choisir la combinaison de cartes qu'on va prendre au début de la partie. Selon le scénario, on pense que ça va être plus dur à gérer, on va se donner ce pouvoir-là, ça va nous donner une chance à un moment donné si on est coincé ou quoi que ce soit. Fait que c'est toutes des choses qui sont super intéressantes. Fait que c'est un jeu qui est très modulable et que la difficulté va y aller en augmentant dans ces scénarios-là. Fait qu'il y a vraiment une énorme variété au niveau des modules. Fait que ça, c'est vraiment une belle richesse. J'aime aussi que les règles de communication limitée sont claires dans ce jeu-là, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux coopératifs qui vont tenter de mettre des règles comme ça où tu peux communiquer certaines choses, mais il y a certaines choses que tu peux pas dire ou quoi que ce soit. Dans ce jeu-là, c'est assez simple. Tu as une phase où tu peux faire ta stratégie, on peut discuter ensemble, qui est au début de la manche. On peut juste pas parler de valeur de dés, mais sinon on peut faire notre plan de match, on peut dire on peut se concentrer sur le trafic aérien, on serait peut-être bon de se faire un petit café pour se donner un petit lousse, on pourrait essayer de ramener l'axe. On pourrait essayer de pousser les réacteurs pour avancer de 2, ainsi de suite. Fait qu'on peut discuter de ce qu'on veut faire. Après ça, on lance chacun nos dés de notre côté. Et après ça, on peut plus se parler. Donc, bouche cousue. Donc, c'est assez simple à comprendre. Après ça, on place nos dés. On résout les effets au fur et à mesure qu'on fait nos actions. Fait que super efficace. Il n'y a pas d'ambiguïté dans cette règle de communication limitée. Puis, je trouve que c'est le fun, le côté stratégique que ça l'amène. Quel dé je vais jouer en premier, parce que c'est important des fois parce qu'on sait qu'il faut jouer un dé sur l'axe, on sait qu'il faut jouer un dé sur le réacteur, donc il faut pas trop j'attendre des fois pour donner de l'information à mon adversaire que lui peut s'ajuster. Si jamais il a besoin d'un café, ben on a peut-être le temps d'aller fournir le café qu'il faut pour s'ajuster ou réagir au dé que je vais mettre. Souvent l'erreur qu'on fait, c'est de garder l'axe pour la fin, mais c'est souvent lui qui va nous faire perdre, parce que si on met des dés qui sont trop aux extrêmes, ben là on va faire une vrille, on va retourner à l'envers et ce sera une défaite. Fait que je trouve ça intelligent aussi, la façon de plus on joue, plus on va savoir un peu, je vais jouer ce dé-là en premier pour lui donner l'information, ou je vais mettre un gros chiffre là pour que lui puisse s'ajuster après. Fait que de choisir quel dé tu veux jouer, dans quel ordre, ça rentre beaucoup dans la stratégie de communication qui est vraiment le fun. Fait que super belle dynamique pour ce jeu de puzzle de dés à 2 joueurs.
Les parties sont ultra rapides. À chaque fois que je le sors, je joue tout le temps 2-3 parties de suite parce que justement, ça s'enchaîne. C'est 10-15 minutes par partie maximum. Peut-être plus vite si jamais on perd et qu'on a fait une vrille avec notre axe. Donc bref, après ça, ça nous tente d'y retourner tout de suite. On dit ok, ben là on réessaye. Ok, on a réussi le scénario. Ok, mais un plus difficile. On veut quelque chose de plus. On veut avoir une règle supplémentaire. On veut découvrir un module. Fait qu'on a tout cet aspect aussi d'exploration à l'intérieur du jeu. Puis l'aspect qui nous donne le goût d'y revenir parce que aussi les parties s'enchaînent très bien. Pour les côtés négatifs, dans les composantes, c'est sûr que les petits interrupteurs, c'est pas l'affaire la meilleure qualité. Donc c'est pas quelque chose qui est non plus facile à manipuler. Une fois qu'ils sont en place dans leur emplacement, juste les glisser, ça va bien. Mais sinon, c'est un tout petit jeton. Donc j'aurais peut-être préféré quelque chose comme un, je sais pas, un cube de bois ou quelque chose d'un peu plus gros pour la manipulation, pour les placer, ça aurait été un peu plus agréable. Sinon, pour le placement de dés, on place chacun 4 dés dans chaque manche, mais on en a toujours 2 qui sont obligatoires. Donc des fois, on dirait qu'il y a des manches qu'on n'a pas un gros sentiment d'avoir fait progresser notre puzzle, parce que dans le fond, j'ai mis mon dé à l'axe, j'ai mis mon dé au réacteur, puis là, je sais pas si je suis allé faire un café ou 2, puis là, j'ai rien fait d'autre, ou j'ai fait un café, j'ai enlevé un avion. Fait que bref, des fois, on dirait que tu as des manches que tu qui sont pas super satisfaisantes parce que tu as toujours ces dés-là obligatoires à placer. Fait que c'est vraiment quelque chose que tu progresses très lentement dans ta partie parce qu'au final, sur tes 4 dés, tu vas toujours en placer 2 sur les emplacements de ton choix, mais il faut toujours t'en placer 2 sur les emplacements obligatoires. Fait qu'il y a peut-être ce petit côté-là répétitif que certaines personnes vont trouver que d'être obligé de toujours mettre la moitié de tes dés obligatoires à certaines places, ça donne pas beaucoup de latitude pour le reste, mais il faut vraiment le voir, je pense, sur le long terme de la partie pour le côté progression. Somme toute, SkyTeam, je vais lui donner une note de B+. C'est un très bon jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un beau petit jeu puzzle à 2 joueurs, donc un puzzle de dés. On a aussi des règles claires sur la communication limitée. Puis dans le fond, je suis un gros fan de jeux coop, mais je trouve que des jeux coop qui sont uniquement à 2, il n'y en a pas tant que ça. Fait que c'est un beau créneau à développer. Je pense qu'ils ont vraiment misé sur quelque chose qui est pas si répandu que ça sur le marché. Je pense dans ma ludothèque, j'ai peut-être One Deck Dungeon qui est bâti pour 2, mais qui peut jouer en solo. Puis j'ai Codename Duo qui est uniquement pour 2 joueurs. Fait que celui-là, c'est un autre jeu coop qui est fait uniquement pour 2 joueurs. Fait que c'est un petit créneau que j'aime beaucoup parce que 2 joueurs, c'est une configuration que je joue souvent. Fait que c'est vraiment le genre de jeu que je peux sortir très facilement dans mes soirées de jeu. Fait qu'encore une fois, bien aimé la dynamique. J'aime beaucoup toute la richesse qu'il y a derrière le jeu. Donc tous les scénarios, toute l'évolution, tous les modules optionnels avancés qu'on va apprendre à découvrir plus on va vers des scénarios qui sont avancés, qu'on va avoir aussi des challenges de plus en plus grands. Fait que c'est vraiment un jeu qui a beaucoup de rejouabilité à l'intérieur. Donc ceux qui aiment ce terme-là, vous allez être servis définitivement. Il y a eu beaucoup d'amour dans le développement et la mise de l'avant de tout ce jeu-là avec le système de progression. Donc SkyTeam, ça devrait arriver en magasin à la fin du mois d'octobre. Donc la sortie est prévue pour le 22 octobre ici au Québec. Donc soyez prêts, vous pouvez déjà les précommander dans vos boutiques favorites si c'est un jeu qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre à Professeur Board Game sur Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous supporter sur notre campagne Patreon. Et si vous appréciez les vidéos qu'on fait, ça vous donne accès à notre serveur Discord. Et on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.